Bonjour à tous et bienvenue à Entre trois films, épisode du 13 février 2022. Je suis en compagnie de Yogi. Salut Yogi. Salut! Et de Foxman. Salut! Salut! Hey, au programme aujourd'hui, cette semaine en fait, on va parler des nouvelles, de nos coups de cœur et des sorties à surveiller. On a un bloc spécial Oscar et Razzies, de lesquels on va revenir plus tard dans l'émission. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait de beau, mon cher Yogi? Cette semaine, j'ai commencé à regarder Blade Runner Black Lotus, une série qui était sur Adult Swim, série japonaise si je me rappelle bien, faite en dessin animé. J'ai adoré les dessins, j'ai pas vu encore toute la série au complet, j'ai juste vu les 5 premiers épisodes sur les 13. Okay. Pour l'instant, je peux dire que l'histoire est bonne, les dessins sont beaux, mais l'animation manque un peu de fluidité dans le... Il manque de finition. C'est ça, il manque de finition. Par contre, pour le lore de Blade Runner, c'est super intéressant et contrairement au film de Denis Villeneuve, la musique respecte plus l'ambiance que Vangelis avait faite en 82. Il n'y a pas d'Hans Zimmer là-dedans? Non, il n'y a pas d'Hans Zimmer. Yes! Après ça, j'ai évidemment, comme vous deux, terminé Boba Fett cette semaine. Même si c'est pas la grande série de Star Wars, j'ai bien aimé quand même la finale, qu'on va parler un peu plus ensemble. J'ai regardé mon coup de cœur, un long métrage de près de 4 heures, c'est Lawrence d'Arabie, qui a 60 ans cette année. Sinon, j'ai commencé une série québécoise qui s'appelle Lac Noir, qui est, disons-le, pas très intéressant pour nous autres, mais qui a le mérite d'avoir fait une série fantastique. Une série fantastique au Québec, c'est vrai que ça se fait pas très souvent. Mais disons qu'il y a beaucoup de trucs dans la série qui m'agacent, dont les dialogues et le jeu de certains comédiens. Mais sinon, il y a un mini potentiel. Je dis bien un mini. Puis je suis très généreux. Moi, je trouve que Lac Noir, le problème, on dit que c'est un premier jet de scénario. Ils ont comme mis en production trop rapidement. Exactement. Il aurait fallu peaufiner le scénario un petit peu avant d'aller en production. Et toi, Simon, justement? Moi, j'ai vu beaucoup de films pour les Oscars. J'ai relu le roman que j'avais lu la semaine dernière, qui est Before the Batman. Parce que la semaine dernière, je ne l'avais pas mentionné. Je me rappelle que je ne l'avais pas mentionné. J'ai lu un roman, mais c'était quoi le roman? On ne le sait pas. Fait que j'ai lu Before the Batman, j'ai relu Before the Batman pour savoir certains petits easter eggs qu'on va pouvoir voir le 3 mars au soir. Ah, j'ai hâte au 3 mars. On a déjà nos billets, nous autres, hein? Oui! C'est sûr et certain. Dans mon cas, mais moi aussi, ça a été une semaine consacrée seulement aux Oscars. Je voulais tout m'étaper, tout ce qui était en nomination, que ce soit meilleur film ou meilleur documentaire. J'ai pas été capable, naturellement. T'es courageux. Oui, parce qu'il y a comme trop de stock dans cette cérémonie-là pour réussir. J'ai quand même un bon nombre que j'ai regardé, puis je vais continuer au cours de cette semaine parce que la semaine prochaine, on fait nos prédictions sur les Oscars. On le fera pas tout de suite aujourd'hui. On va les nommer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous en parler tout simplement. Et les commenter. Oui. On est déjà rendu à l'heure des nouvelles. Yeah! On a eu une nouvelle preuve de l'originalité d'Hollywood, hein, avec beaucoup de remakes, reboots, suites, etc. On a eu la première bande-annonce de la compagnie de production Blue Mouse sur Firestarter, le remake du film Firestarter de 1984, en français Charlie. J'ai trouvé ça intéressant. Ça paraît que c'est un petit budget parce que c'est Blue Mouse, mais ça a l'air d'être beaucoup plus fidèle au roman Firestarter que le film avec Drew Barrymore des années 80. Fait intéressant, c'est que ça me vieillit beaucoup trop ce film-là, de voir Zac Efron en papa. T'as trouvé ça? Où est-ce que les années sont passées, je sais pas. Ensuite de ça, on a pas un reboot, pas une suite, pas un remake. Okay. C'est genre largement inspiré de Romancing the Stone, du film de Michael Douglas et Kathleen Turner et Danny DeVito des années 80. À la poursuite du diamant vert. Exactement. Et le diamant du Nil qui est à sa suite. Ça s'appelle The Lost City. C'est exactement la même histoire. Okay. Pas crédité de choses, c'est juste... on s'est largement inspiré d'eux. C'est un film avec Sandra Bullock qui fait l'auteur et Channing Tatum qui fait le héros. Le héros. Et on a un caméo de Brad Pitt dans la bande-annonce aussi.
Et le méchant est Daniel Radcliffe. Je me suis demandé si Brad Pitt, c'est pas sa nouvelle job, faire des caméos. Ouais, puis même, il est tellement intelligent qu'on le voit pas quand il fait ses caméos. Surtout dans Deadpool. Ben, c'est ça. Bon, ben, l'autre nouvelle, c'est Seth MacFarlane qui va faire un reboot de Oui. L'Agent fait la farce. Juste le titre me rappelle que c'était un film qui était hilarant. C'est un film culte. Ouais. Oh, oui. C'est, surtout le premier, là, c'est du génie. Sauf que là, le twist, c'est que Frank Drebin, qui était joué à l'époque par Leslie Nielsen, mais cette fois-ci, il va être joué par le papa qu'il ne faut pas mettre en pétard. C'est-à-dire Liam Neeson. Liam Neeson va jouer Frank Drebin, puis j'ai très hâte de voir comment il va jouer ce rôle-là, parce qu'on le connaît quand il est capable d'être très, très calme, très, très sérieux. C'est ça sa force. Il a beaucoup de profondeur comme acteur. Puis, si justement qu'il n'est pas conscient des conneries qu'il fait, puis qu'il est vraiment sérieux, puis vraiment à la Dirty Harry vilain dans sa tête, mais que ça sort pas dans sa bouche de même, ça va être écœurant. Ah ouais. Mais c'était ça la force des films à l'époque, c'était les comédiens jouaient sérieux, vraiment dramatique, mais c'était l'absurdité des événements qui faisaient que c'était drôle. Puis Seth MacFarlane, on peut pas se tromper si on veut de l'humour. Il a fait ses preuves. Juste à regarder sa filmographie de Family Guy, aller jusqu'à The Orville, tout est incroyable et quasiment, à part peut-être Ted 2 qui était ordinaire, mais le reste de sa filmographie est incroyable. Surtout A Million Days to Die in the West, qui est un film génial. Il faut écouter A Million Days to Die in the West. Oui. C'est incroyable ce film. On y va avec la sortie finalement de West Side Story en VOD. Oui, West Side Story en VOD qui va... Ben, c'est pas un VOD, c'est en streaming. En streaming, excusez, pardon. Streaming, parce qu'il va être gratuit. Streaming, c'est gratuit sur les plateformes. Oui. C'est la différence entre VOD et streaming. C'est que Disney Plus vont mettre en ligne West Side Story le 2 mars. Et la chose drôle là-dedans, c'est que HBO Max va le faire aussi. C'est simple, c'est que le nom West Side Story, à cause de contrats qui datent de très très longtemps, appartient à Turner. Et le catalogue Turner appartient à Warner Bros. À ce temps. Ce qui fait qu'ils ont le droit de mettre West Side Story sur leur plateforme, mais le film est produit par Fox, qui est à dire Disney. Fait que Disney Plus le met aussi. Fait que ça fait un précédent qu'un très gros film est en exclusivité sur 2 plateformes complètement différentes. Ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Exactement. Il y en a qui vont payer 10$ de moins pour s'abonner, pour pas s'abonner à l'autre. Rendu là, est-ce qu'on peut parler d'exclusivité s'il y en a 2? Oui, parce que c'est dans leur catalogue, c'est des exclusivités catalogue, oui. Netflix l'a pas, donc c'est la preuve. C'est pas at large, c'est que les deux ont les droits d'auteur pour l'avoir. En parlant de Disney, on a été très actifs cette semaine dans cette compagnie-là. Oui, surtout dans une de leurs filiales. Oui. Lucasfilm. Ouais, ma préférée. Oui, pour toi, oui. Ils ont finalement annoncé que 45 ans, jour pour jour, après la sortie de A New Hope, on va avoir le retour d'Obi-Wan Kenobi. Oui. À 3h du matin, pour ceux qui sont sur l'heure de l'Est, le 25 mai, on va pouvoir voir le premier épisode d'Obi-Wan Kenobi. Oui, j'ai tellement hâte. Là. Avec le retour de Ewan McGregor dans quasiment son meilleur rôle, à part Trainspotting. Si tu le dis, moi j'ai bien aimé le petit meurtre entre amis. Ouais, Shallow Grave était écœurant aussi. Ensuite de ça, il y a un acteur qui s'est... Échappé, exactement. Merci, je cherchais le mot. Stellan Skarsgård s'est échappé en disant qu'elle allait tourner vers la fin. Que son année, en réalité, était toute science-fiction, qui commençait à tourner d'une, 2, ça tout le monde le savait. On s'attendait, ouais. Mais que son projet après était la saison 2 de Andor, qui est le personnage de Cassian Andor de Rogue One. Mais le problème avec ça, c'est qu'on n'a jamais vu la première saison encore, qui va être diffusée vers la fin de l'année 2022, la première saison. Fait que, ça devait être heureux dans les bureaux de Lucas. Ah oui, eux autres, Kathleen Kennedy devait être debout de sa chaise à crier. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis ceux qui connaissent Star Wars, en sachant que Stellan Skarsgård joue dans une chose de Star Wars qui se passe à cette époque précise de Star Wars, on sait qu'est-ce qu'il va jouer. On n'en parlera pas là, pour ne pas faire de spoiler, mais on sait quel rôle qu'il va jouer, malheureusement. Ensuite de ça, l'archéologue immortel, parce que oui, il a bu dans la coupe,
retourner devant les caméras parce que le tournage aura débuté après un autre accident légendaire de Harrison Ford qui se fait toujours... Comme quoi, c'est pas parce que t'es immortel que tu peux pas te blesser. Parce que ça Exactement, fait il est deux toujours... films qui se blessent. Surtout qu'il est rendu à 79 ans, il va avoir 80 cette année, Oui. Harrison Ford. Puis il est encore capable de frapper de la gueule des nazis. Puis c'est un génie, ce gars-là. Puis c'est ça parce qu'ils ont recommencé le tournage de Indiana Jones 5 qui était retardé à cause de ses blessures, justement. Fait drôle, on voit sur une des photos, on voit l'acteur Toby Stevens qu'on a vu dans plusieurs films. Puis d'après moi, ben, il a la gueule pour jouer un nazi ou quelque chose du genre. Parce que oui, même si le film se passe, je pense, en 1970, il y a des flashbacks où il voyage il y a des rumeurs de voyage dans le temps, puis on va voir encore l'Axis comme méchant. Tant qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans le film, là. C'était pas des extraterrestres, c'était des êtres multidimensionnels, ils le disent dans le film. Puis, de quel film qu'on parle, il n'existe même pas ce film-là en passant. Il a été éliminé de nos souvenirs. Parlez pour vous deux. Si t'aimes Crystal Skull, tant mieux pour toi. Tous les goûts sont dans la nature. Beauty and the Beast. Ah, Beauty and the Beast, oui. Gaston puis le fou, on les verra peut-être même pas. Il y avait une série préquelle annoncée, mais malheureusement... retardée indéfiniment. Ils disent pour cause créative et pour cause de cédule. Les deux ensemble. D'après moi, c'est carrément cancellé, puis qu'ils n'ont juste pas annoncé exactement l'annonce officielle, mais c'est malheureux. C'était supposé être une série comédie musicale, fait que Marc-André aurait adoré voir Gaston et le fou chanter à chaque semaine. Je suis déjà découragé. T'es découragé? Ah oui. Ah. Trop de comédie musicale. Là, on a la plus grosse nouvelle de la semaine. Oui, Netflix ont fait une annonce un peu qui a fait trembler la terre cinéma un petit peu cette semaine. C'est qu'à partir du 11 février, ils ont mis une annonce au début des séries Marvel. Okay. Les fameuses séries Marvel qui étaient extraordinaires d'ailleurs, même s'ils ne sont pas canons aujourd'hui. Quand on appuie sur Play sur une des séries Marvel, c'est marqué la dernière journée pour pouvoir visionner cette émission est le 28 février. C'est-à-dire que toutes les séries Marvel quittent la plateforme le 1er mars. Et il n'y a aucune autre plateforme qui a dit qu'elle allait les avoir. Fait que là... Pour l'instant, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison, puis ça fait un précédent parce que même quand leur série ne marche pas, Netflix, qui ont fait 5 épisodes d'une série quelconque, puis que ça fait 8 ans de ça, elle va rester là tout jamais. C'est leur catalogue en réalité, parce qu'ils ont commencé il y a juste une couple d'années à avoir leur propre catalogue. Fait que c'est surprenant que quasiment leur plus gros titre quitte ainsi la plateforme. On parle d'une couple de séries quand même. Jessica Jones, Luke Cage... Iron Fist, Defenders, Punisher. Oui, ça fait... Daredevil. La plus grosse qui est Daredevil qu'on avait oublié. Puis même à ça, c'est surprenant cette annonce-là parce que Daredevil était retombé dans les 10 meilleurs choix de la semaine. On a tout le temps un choix sur Netflix. Il était retourné dans les premiers au mois de décembre à cause de la venue du Kingpin dans Hawkeye et de Daredevil dans No Way Home. Fait que c'est très surprenant qu'ils fassent ça. On présume que Disney a signé un très très gros chèque. Genre, vous avez fait votre argent avec la série, le monde qui devait l'écouter avait l'écouter. On vous signe un gros chèque. Dans une couple de mois, on va les replacer sur notre propre plateforme. C'est sûrement ça qui va arriver. Moi, si j'aurais à parier, c'est ça que je pense qui est arrivé, mais on n'a aucune confirmation du côté de Disney. Disney, c'est comme Motus et bouche cousue pour l'instant à ce niveau-là. C'est une compagnie capable de garder ses secrets, même si des fois ils l'échappent, mais habituellement ils gardent leurs secrets. Mais c'est surprenant, là. Surtout à 2 semaines d'avis. Oui, c'est du jamais vu. D'habitude, on les sait quasiment 1 mois ou 2 même d'avance quand les titres quittent la plateforme. Mais c'est une nouvelle qui peut changer la donne au niveau du streaming parce que ça passe, si jamais ça se confirme ton hypothèse sur Disney, ça pourrait se passer peut-être à l'avenir avec d'autres plateformes, on ne sait pas. Là. Oh oui, on sait très bien qu'il y a des plateformes qui ont des titres qui appartiennent à d'autres personnes, puis etc., qui ont produit des trucs, dont une série qu'on va peut-être pouvoir parler tout à l'heure, qui s'en vient, qui est au cinéma par une compagnie, mais à la télévision, ça va être une autre compagnie complètement différente. Fait que ça peut changer la donne sur plusieurs choses dans le milieu. On va y aller avec les mentions de la semaine.
Les mentions de la semaine. On va commencer par les plaisantes. Russell Crowe va jouer dans Kraven the Hunter pour le Spider-Verse de Sony. On ne sait pas quel rôle qu'il va jouer, mais il va faire partie de la distribution de Kraven the Hunter. C'est-à-dire que Maximus va chasser quelque chose. Ouais. Ensuite de ça, il faut lever notre chapeau. Le maître, John Williams, a eu 90 ans cette semaine. Oui. C'est incroyable. Puis il continue à faire des concerts. Je pense qu'il y a 8 concerts annoncés cette année ou quelque chose du genre. Il est en forme, le monsieur. Je suis en quarantaine, j'ai de la misère à me lever le matin. Puis lui, il dirige des orchestres. Ouais, mais peut-être qu'il se lève pas le matin lui non plus. Là. Il est chaud, c'est le soir. Il sort de sa retraite pour composer. Il a dit qu'il avait certains projets de trame sonore. Fait que peut-être que qu'est-ce qu'on a parlé auparavant, l'archéologue va retrouver son compositeur. Peut-être, ça serait le fun. Mais il n'a pas voulu dire c'est quel trame sonore qui travaille dessus. Là aussi, il est en secret. Oui. Ensuite de ça, une nouvelle très triste. La première nouvelle très triste, c'est que le plus gros athlète, le plus vieux athlète de nouvelles, de cinéma, qu'est-ce que le monde, moi, dans les années 90, c'est là que je trouvais mon information, parce qu'on n'avait pas d'Internet, il n'y avait pas de site web Internet. L'Entertainment Weekly met fin à leur version papier. Oh. Puis moi, ça m'a fait découvrir des affaires. J'aurais jamais écouté Twin Peaks sans l'Entertainment Weekly. Ouais. J'avais vu une photo du Black Lodge dans sa pochette. Je pense que c'est le deuxième numéro le numéro 2 de l'Entertainment Weekly qui avait David Lynch avec le Black Lodge en arrière, puis c'était marqué une nouvelle série. À l'époque des préquels de Star Wars, les couvertures de l'Entertainment Weekly étaient écœurantes. Ouais. À chaque fois qu'on voulait avoir une photo d'un personnage, d'un super-héros, d'un film de science-fiction, l'Entertainment Weekly sortait tout le temps des couvertures incroyables à une certaine époque, mais malheureusement, il y a juste la version web qui va rester. Mais c'est la réalité des médias papier qui disparaît tranquillement, pas vite. Là, oui, mais c'est quand même une grosse perte. Puis, une autre nouvelle très triste, à l'âge de 79 ans, s'est éteint Douglas Trumbull. Pour ceux qui ne connaissent pas Douglas Trumbull, c'est grâce à lui que John Dykstra a pu faire la technologie pour Star Wars. Douglas Trumbull est le maître des effets spéciaux depuis les 50 dernières années. Il s'est fait voler un Oscar en 1968 qui a été remis au réalisateur du film, malheureusement. Ce gars-là a fait les effets spéciaux de Blade Runner, de Star Trek The Motion Pictures. Il a réalisé Silent Running. Il a réalisé Brainstorm. Il a fait les effets spéciaux du fameux 2001 Odyssée de l'espace. C'est lui qui a inventé tous les effets spéciaux qu'il y avait dans ce film-là. Ouais. Que c'est pas Kubrick, même si Kubrick a reçu l'Oscar, c'est Douglas Trumbull qui avait fait les effets spéciaux. C'est quelqu'un qui a révolutionné le motion control, tout ce qui est maquette. C'est lui que les vaisseaux spatiaux en maquette, c'était le roi. Mm-mm. Mais malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 79 ans. C'est quand même jeune. Oui. Aujourd'hui, surtout quand on pense à John Williams. Oh oui. Mais ça faisait une couple d'années qu'il ne travaillait plus, qu'il était juste conseiller. Mais quand même, moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'était un de mes idoles. J'ai même un gros livre de lui avec des photos behind the scenes quand il travaillait. Puis c'était extraordinaire. Comment il allumait l'Enterprise dans Star Trek The Motion Pictures. C'est du génie. Là. Tu fais, voyons, il y a vraiment quelqu'un qui a mis toutes les petites lumières qui sont grosses comme une épingle, là, c'est tout petit. Là. Cette scène-là dans Star Trek The Motion Picture, quand tu vois l'Enterprise la première fois dans le dock, puis qui s'en va, là, c'est une scène d'anthologie de la science-fiction. Là. Oh oui, puis c'est tout lui qui l'a fait. Là. On lui doit pas mal, beaucoup, qu'est-ce que les geeks aiment au niveau science-fiction. C'est un nom inconnu de Monsieur Tout-le-Monde, mais quand même, c'est une très, très grosse perte au niveau technique. Au niveau cinématographique. Oh oui. Complet. Il t'en reste une, non? Non. OK. Uncharted? Ah! C'est une mention, ça? Oui, c'est une mention pour dire... Je ne savais pas que c'était une mention. Ben oui, c'est une mention. Pour mentionner ça, un autre film de jeu vidéo, là. Non, sérieusement, Uncharted, l'embargo des critiques a sorti. Elle était élevée. Et 6 journalistes sur 4 ont détesté le film. 6 sur 4? 6 sur 4, oui, c'est pas du 6 sur 10. La dernière fois que j'ai checké hier soir, non, c'est 6 sur 10, excusez-moi. Lapsus, c'est 6 sur 10.
Ça veut dire que seulement 4 journalistes l'ont aimé. Ça veut dire qu'il est à 41% Rotten Tomato quand j'ai checké. Ça annonce pas bien. Non, vraiment pas bien. Puis il y a des critiques que j'ai parfaitement confiance qui sont dans les 6 qui n'ont pas aimé. Oh, c'est peut-être parce que Tom Holland, on l'aime ici. Comme je dis depuis après un an, il est très mal casté dans le rôle de Nathan Drake. Et c'est ce qui met fin à notre bloc nouvelle. Avec les Oscars qui ont sorti la liste des nommés pour la 94e cérémonie des Oscars, on a décidé de faire un petit bloc juste sur les 2 galas qui ont rapport à cette cérémonie-là, c'est-à-dire la cérémonie des Oscars et celle des Razzies. Je m'excuse d'avance, ok, pour le bruit des feuilles parce que j'ai pas eu le temps de les apprendre toutes par cœur. Je vais être obligé de lire un peu plus pour ça, donc je m'excuse d'avance pour le bruit des feuilles. On commence par les radis. On va rire pour commencer, puis après ça, on va aller dans de quoi d'un petit peu plus sérieux et un peu plus de viande. OK. Je propose ça de même. Non, c'est excellent. C'est une bonne idée. Moi, je trouve ça... On va commencer par les Razzies. Donc, le 42e gala annuel des Razzies. Oui. Donc, on va commencer avec le pire film. On a, dans cette catégorie-là, Diana de Musical. Que j'ai vu la bande-annonce cette semaine. OK. Et c'est juste la bande-annonce. J'ai dit, je vais peut-être l'écouter à cause des Razzies. Je me suis mis la bande-annonce sur Netflix. Mon Dieu. J'ai eu de la misère à finir le trailer. C'est une vraie comédie musicale? Oui, c'est même pas un film. C'est la comédie musicale filmée comme quand on ajoute un spectacle filmé. Là. Oh, ça va être pire. Et ça va être ta job de l'écouter. Je la sentais venir, celle-là. Je la sentais venir. C'est terrible. C'est horrible. Voulez-vous que je vous en parle la semaine prochaine? Si tu veux saigner des yeux, des oreilles. Des oreilles, surtout. On a également Infinite, Karen, Space Jam: A New Legacy et The Woman in the Window. Du côté des pires acteurs maintenant, Scott Eastwood pour Dangerous, Roe Hartranft, il joue principal dans Diana, le musical, LeBron James, excellent acteur. Yes! Qui, lui, jouait dans Space Jam: A New Legacy. Il jouait au basket dans ce film-là, c'est surprenant. Ah, je savais pas. Non. Merci pour le scoop. J'aime pas les spoilers en passant. Moi, je pensais que c'était un film de baseball. Oui, on a Ben Platt. Dans le premier, il joue au baseball. Hein? Oui, au début, c'est oui. Oui, mais je pensais que celui-là aussi, c'était du baseball. Non, c'est pas un multitask sportif comme Michael Jordan, le LeBron James. Non, c'est ça. On a Ben Platt dans Dear Evan Hansen et Mark Wahlberg dans Infinite. Du côté des actrices, les pires nominées, c'est Amy Adams pour The Woman in the Window, Jenna The Wall tout court dans Diana the Musical, Megan Fox pour Midnight in the Switchgrass, Taryn Manning pour Karen et Ruby Rose pour Vanquish. C'est des belles actrices. Sans commentaire. Ouais, mais il y a des contenants sans contenu là-dedans. Pire actrice de soutien, on a encore Amy Adams pour Dear Evan Hansen. C'est à cause qu'elle n'est pas dirigée par Denis Villeneuve cette fois-ci. C'est ça. Sophie Cookson pour Infinite. Erin Davy pour Diana the Musical. Judy Kaye, elle joue la reine dans Diana the Musical encore une fois. Il y a beaucoup de nominations pour ce film-là. Taryn Manning, Every Last One of Them. Pour les acteurs de soutien, on a Ben Affleck, qui est un habitué des Razzies, pour The Last Duel, Nick Cannon de Misfit, Mel Gibson pour Dangerous, Garrett Keegan pour Diana the Musical, oui, et, surprenamment, Jared Leto pour House of Gucci. Puis, moi, je veux dire, Ben Affleck, c'est surprenant aussi, parce que c'est quand même... c'est drôle. Dans cette catégorie-là, on a 2 nominés qui sont pour 2 films différents du même réalisateur et c'est un des plus grands directeurs au monde. C'est très surprenant. C'est 2 films de Ridley Scott, The Last Duel et House of Gucci. Je pense qu'il avait sorti ces 2 films-là à moins d'1 mois d'intervalle. Exactement. Moi, j'ai apprécié les 2. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ces 2 films-là. Ouais. Malgré que Last Duel est un petit peu moins bon que House of Gucci. Mais de voir que Sir Ridley Scott, il s'en vient vieux. On a les pires... Ça, c'est une catégorie vraiment spéciale cette année. Les pires performances de Bruce Willis dans un film en 2021. Donc, on a comme nommé Bruce Willis pour American Siege, Bruce Willis pour Apex, Bruce Willis pour Cosmic Sin, Bruce Willis pour Deadlock, Bruce Willis pour Fortress, Bruce Willis pour Midnight in the Switchgrass,
Bruce Willis encore une fois pour Out of Dead et finalement Bruce Willis pour Survive the Game. Et le gagnant est... Bruce Willis. La seule affaire qu'on ne sait pas, c'est pour quel film qu'il va avoir. Non, ça, il faut l'expliquer au monde. Bruce Willis est dans une période de sa carrière qu'il ne fait que des films VOD ou directly to Blu-ray. C'est très dommage parce qu'on sait qu'il a un talent fou quand il s'y met, mais il faut dire que depuis une dizaine d'années, Bruce Willis ne joue que Bruce Willis. Il lit les lignes de dialogue. Puis je comprends les Radzi d'avoir fait une catégorie parce que je suis sûr, j'en ai pas vu un de ces films-là, mais je suis sûr que son delivery est identique d'un film à l'autre. Oui, c'est tout le même personnage. Exactement. Juste avec des noms différents. Il y a également la catégorie des pires couples sur l'écran. On a n'importe lequel des cast members et n'importe quel lyrique pourri ou chorégraphie musicale pour Diana de Musical. Vous me faites vraiment peur. Ça risque d'être génial. On a LeBron... Finalement, je pense que c'est toi, Pat, qui va l'écouter. Ça a l'air d'être plus dans ta branche. Ah non, mais moi, c'est sûr, je vais le regarder, c'est sûr et certain. On a LeBron James puis n'importe quel personnage de la Warner. Toutes les Looney Tunes. Toutes les Sauf Looney un. Tunes. La moufette. Space... Oh non, elle n'existe plus. Ça existe plus. Non, je elle savais, existe je suis pas au courant. Oui, bon, n'importe quel dans Space Jam A New Legacy. On a comme pire couple également Jared Leto et soit son 17 livres de face en latex ou ses vêtements ou encore son accent complètement ridicule C'est dans n'importe House of quoi. Gucci. Oui, mais c'est les Radis. Non, mais là, c'est vraiment n'importe quoi, là. Tu sais, un couple, l'acteur et ses costumes. L'acteur et son accent. On a également Tom and Jerry dans Tom and Jerry, le movie. C'est n'importe quoi. Exact. C'est des personnages animés. Ouais, mais c'est le pire couple. Puis il n'y a aucun vrai couple là-dedans. Là. C'est clair. À part Tom and Jerry, qu'on ne sait pas ce qu'ils font dans l'intimité. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. On a également les pires remakes, rip-off ou suite avec Karen, qui est un remake par accident de Cruella de Vil. C'est n'importe quoi. On a Space Jam A New Legacy. Et la suite de Space Jam. On a Tom and Jerry The Movie. On a Twist, qui est un remake rap de Oliver Twist. Un autre film pour toi, Marc-André. Et The Woman in the Window, qui est un rip-off de Rear Window. Le pire directeur cette année pourrait être Christopher Ashley pour Diana the Musical, Stefan Chbosky pour Dear Evan Hansen, Coke Daniels pour Karine. Coke, oui, ça va bien. Rennie Harlin de Misfit. Ah, j'adore Rennie Harlin. Monsieur Big Badaboom. Big Badaboom. Et Joe Wright, The Woman in the Window. Il y a deux personnes assez connues dans cette... Oui, quand même, une catégorie qui va faire mal. Je sais. Rennie Harlin mérite tous ses radis. Je l'adore, je l'aime d'amour, Rennie Harlin, mais il mérite tous ses radis pareil. Pour le pire scénario, on a Diana the Musical. Excusez-moi, c'est un spectacle filmé. Il est où le scénario? Il y a un scénario. C'est le livret. C'est le télé... C'est le... Le télésouffleur. Le télésouffleur. Je me rappelle pas des lyrics. Télésouffleur. On a également Karen, The Misfit, Screen Story, Twist et The Woman in the Window. Donc, si on y va, en grosso modo, là, Diana the Musical a 9 nominations. Pour Karen, il y en a 5. The Woman in the Window, 5 également. Space Jam, New Legacy, 4 nominations. Infinite, 3 nominations. The Misfit, 3 nominations. Et Bruce Willis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bruce Willis est le grand vainqueur, même. S'il y en a une de moins. Il y en a juste une de moins que Diana. À lui seul. À lui Mais l'affaire, tout c'est que seul. contrairement à Diana, Bruce Willis peut juste en gagner un. Oui. Oui, effectivement. À moins qu'il fasse un prix spécial pour... L'ensemble donner- de sa carrière. C'est ça. Mais Bruce Willis, il est tout le temps, il est picaille, fait qu'il est content sur tout. Donc, ça, c'était les nominations pour les Radis. On va y aller avec une cérémonie qui se veut beaucoup plus sérieuse, bien sûr. La 94e cérémonie des Oscars 2021. Puis, on va y aller avec les acteurs qui sont nommés.
On a Xavier Bardem pour Being the Ricardos. Excellente performance. Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog. Encore là, une autre excellente performance. Andrew Garfield, Tic Tic Boom. Incroyable performance. Incroyable. Will Smith pour The King Richard. Excellente performance. Encore une fois. Et Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth, qui était époustouflant. C'était hallucinant sa performance. C'est ça. Comme ça? Non, mais c'est hallucinant. Regarde, Ok. je suis sans mots. Il est C'est sans tellement mots. que j'ai été jeté à terre. Là. Ok. Puis ça va être une catégorie très difficile à choisir. Oh oui. Moi, La semaine ça va prochaine. être un combat à finir entre Xavier Bardem et Andrew Garfield, tant qu'à moi. Là. On va y aller avec les actrices. Non, les acteurs, encore une fois, dans un rôle de soutien. On a Kirian Hinds pour Belfast, Troy Kotsur pour Coda, Jesse Plemons pour The Power of the Dog, J.K. Simons pour Being the Ricardos, Cody Smith-McVie pour The Power of the Dog. Donc, 2 acteurs dans le même film. JJJ ramasse le score. Ah, ben là, la semaine prochaine. Non, mais juste à... Juste à en parler. Ah oui, c'est... Les autres sont pas de taille. Non, J.K. Simons, c'est quelque chose. Du côté des actrices, dans un rôle principal, on a Jessica Chastain pour The Eye of Tammy Faye, que j'ai pas encore vu, mais que je vais voir cette semaine. Olivia Colman, The Lost Daughter. Penelope Cruz pour Parallel Mother. Nicole Kidman pour Being the Ricardos. Et Kristen Stewart pour Spencer. OK. Olivia Colman a 3 nominations en 4 ans. Elle en a remporté un, c'est 3. C'est une genre de nouvelle GOAT, comme on appelle, une genre de Frances McDormand ou une Meryl Streep. Ah, à ce point-là? Oh oui. Wow. Fait que... Elle va être une abonnée. Oui. C'est une abonnée au Academy Awards. Du côté des actrices dans un rôle de soutien, on a Jessie Buckley pour The Lost Daughter, Ariana DeBose pour West Side Story. Un petit guillemet entre les deux. La personne qui est en nomination pour West Side Story est en nomination pour le même rôle que Rita Moreno avait gagné l'Oscar de soutien dans les années 60 pour le film de Robert Wise, du même titre. Oh! Peut-être une petite chance pour elle. Judi Dench pour Belfast. Elle vient de perdre toutes ses chances, la petite Ariana. Un autre GOAT, comme on disait. Kirsten Dunst pour The Power of the Dog. Et Honjoanu Ellis pour King Richard. Du côté des films longue durée qui sont animés, on a Encanto en nomination. We Don't Talk About Bruno. We Don't Talk About Bruno. On a Flea, qui est un film danois, un documentaire danois, en fait, que j'ai pas réussi à voir encore, mais que je me promets de checker bientôt. On a Luca, qui est de Pixar, The Mitchell vs. The Machine, et Raya and the Last Dragon. Il y a quand même 3 nominations Disney là-dedans. C'est ce que je voulais dire, effectivement. Du côté de la cinématographie, on a Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, et West Side Story. C'est toutes des photographies incroyables. Mm-hmm. Sérieusement, ça va se jouer au coude à coude. C'est juste incroyable, la photographie. Quand on parle de Macbeth ou qu'on parle de Nightmare Alley, qu'on parle de Dune, la photographie est incroyable aussi. C'est juste du bonbon. On va avoir de la difficulté la semaine prochaine à dire ça va être quoi nos prédictions là-dedans. C'est la plus serrée. Ça va être un pile ou face. Là. Plus que pile ou face parce que 5 choix, là, mais ça va être vraiment difficile. Là. C'est un guest. Oui. Du côté des costumes, on a Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. En passant, Cruella, ça parle de fashion comme histoire. Fait que, il y a peut-être une petite chance. Mm-hmm. Au niveau de la réalisation, on a Kenneth Branagh pour Belfast, Ryutsuke Hamaguchi pour Drive My Car, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Jane Campion pour The Power of Dog et Steven Spielberg pour West Side Story. Il en manque pas un? C'est justement ça, je me posais la question. Il est où Denis Villeneuve? Il n'est pas là-dedans. C'est vraiment weird. Mais bon. Ouais. On a peut-être, d'une certaine manière, un penchant vers lui que Hollywood n'a pas. Oui, peut-être, mais il est quand même classé par le magazine Variety comme le meilleur réalisateur de la dernière décennie. Effectivement. T'sais, il est réputé aux États-Unis. C'est pas juste qu'on est chauvin ici, là. Il est classé le meilleur au monde présentement, là.
C'est comme si on aurait Michael Phelps pour faire une course de natation, puis on le mettait pas, puisque c'est pas notre meilleur, fait qu'on le mettra pas. On le mettra pas. Tu sais, c'est comme Chose Crawford qui coachait les Nordiques dans les années. Quand il avait coaché Team Canada, il y a un shootout, j'ai Wayne Gretzky, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Tu sais, c'était exactement ça. Là, On va les déjouer. Oui. Au niveau montage, on a Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog et Tic Tic Boom. Du côté des films internationaux, on a Drive My Car, qui est aussi dans une autre catégorie, surprenamment. On a Flea, The End of God, Lunana, The Yak in the Classroom, aucune idée, et The Worst Person in the World. Du côté des maquillages, Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye et House of Gucci. House of Gucci, au niveau maquillage, c'est juste fou. Oui. Moi, j'ai adoré les maquillages dans ce film-là. Mais les maquillages, c'est parce qu'on s'en rappelle peut-être pas, mais Coming to America. C'est à cause qu'à comparer des maquillages qu'il avait fait en 1988 pour le premier film, ils sont pas bons. Ah, ok. Bon. C'était, tu sais, ils sont bons, mais c'est pas le génie de 1988. C'est exactement, on refait le même maquillage. Il n'y a pas de nouveauté vraiment dans le maquillage. Non, c'est ça. Du côté de la musique originale, on a Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mother et The Power of the Dog. Ah, moi, là, j'aurais ôté Dune de cette section-là, puis Ouais. j'aurais donné meilleur réalisateur, puis j'aurais pas donné cette... Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je referais un échange, puis Hans Zimmer débarquerait du stage. Du côté de la chanson originale, on a Be Alive qui vient de King Richard, Dos Oruguitas de Encanto, qui est surprenamment. C'est même pas Bruno! Non, c'est pas Bruno. Oh. C'est vraiment surprenant. C'est drôle parce qu'ils font une nomination la semaine que We Don't Talk About Bruno est premier au Billboard. Tu sais, c'est incroyable. Puis 90% des TikTok dans le monde, ils prennent la tune We Don't Talk About Bruno. Là. Ça roule partout. On a Down to Joy de Belfast, No Time to Die pour le film No Time to Die, quelle surprise, et Somehow You Do du film Four Good Days. Un autre film de James Bond que son thème est en nomination. Ouais, mais ça, c'est comme... Il y a un film de James Bond, nomination. Nomination, on dirait que c'est un automatisme. Est-ce qu'ils vont faire un 3 en 3? Non. Non, déjà qu'ils auraient dû faire un en 2. Personnellement, parce que j'ai rien contre Sam Smith, mais c'était pas la meilleure chanson cette année-là. Puis ce thème-là de James Bond, c'est un des rares que je pourrais même pas te fredonner. Non, il est pas intéressant. Il y a rien de James Bond dans cette chanson-là. Contrairement à Adele, que là, on en... J'aime pas Adele personnellement, c'est pas mon type de musique. Mais il faut dire que Skyfall, c'était une vraie chanson de James Bond. Oui, qui était vraiment plus dans le style qu'on s'attend. Au niveau du son, on a Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog et West Side Story. On peut-tu le ramener au Québec tout de suite? Oui, ça serait le fun parce que c'est assez... Le son dans Dune est incroyable. Le sound mix de ce film-là est phénoménal. Bon. Au niveau des effets visuels, on a encore une fois Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi et Spider-Man No Way Home. Encore là, ramenez-nous-le. Et dans cette catégorie-là, je suis fier de dire que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir là-dedans. Du côté du scénario adapté, on a Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter et The Power of the Dog. Coda qui est un remake en fait de La Famille Bélier pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film français à voir. Du côté des scénarios originaux, on a Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza et The Worst Person in the World. De là à dire que Don't Look Up, c'est original. Le scénario est original, mais pas l'histoire. Parce que si vous avez vu Armageddon ou Deep Impact ou When Worlds Collide, même combat. C'est exactement la même histoire. Dans la plus grosse catégorie qui va sûrement terminer la cérémonie, les meilleurs films, on a Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story. Il y a une chose qu'il faut mentionner. Il y a 2
coproduction québécoise en nomination pour meilleur film. Mhm. Juste pour ça, ça vaut la peine. Là. C'est incroyable. C'est la première fois que ça arrive. C'est 20%. Là. Ouais. D'après moi, il y a plus de petits drapeaux du Québec à la fin de tous ces Ouais, films. mais ça, c'est pas pareil. Mais là, c'est vraiment Roger Frappier et Denis Villeneuve, qui sont les producteurs Ouais. de ces deux films-là. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Je pense que ça n'a jamais arrivé. Non. Qu'un producteur soit en nomination pour le meilleur film, que ce soit un Québécois. Je pense que c'est la première fois pour meilleur film qu'un Québécois soit nominé pour le meilleur film. On a eu souvent, surtout dans les courts-métrages ou dans les Ouais. l'animation, tout ça, l'ONF Mais a je été parle du souvent. plus gros prix, c'est la première fois. Là. Oui, je pense que c'est la première fois. Il faudrait revérifier les Oh, 93 premières années, mais... Mais C'est de la job. Oui, ça va être la job, mais je vois pas l'intérêt non ben, plus. des Québécois, peut-être que oui, d'origine québécoise, qui sont nés où Norman Jewison l'a déjà gagné, puis je pense qu'il est né à Montréal. Je suis pas sûr, si c'était Montréal ou Ottawa, tu sais, ça peut arriver, mais de souche francophone, je Ouais. pense que c'est la première fois. Du monde qui reviennent à tous les Ben, États au Québec. Oui, quasiment. qui sont pas anglophones, qui sont francophones. Je Mm. pense que c'est la première fois que ça arrive. Surtout quand on connaît un peu la feuille de route de Frappier au Québec, tout ce qu'il a fait. De Ding le film, aller à Power of the Dog, il y a une marche. Surtout que Power of the Dog, ça faisait 10 ans qu'il portait le projet, Oui. qu'il avait acheté les droits du roman, tout ça, qu'il cherchait une équipe pour le faire. Ouais, il y avait de la persévérance. Oui. Ça va être une belle année. Il y a des belles surprises, des grosses déceptions. Mais on va revenir à plus en détail la semaine prochaine lorsqu'on fera nos prédictions sur les Oscars. Les coups de cœur de la semaine. Donc, on est rendu au moment de nos coups de cœur de la semaine. Marc-André, on commence par toi? Oui, cette semaine, j'ai enfin regardé Laurence d'Arabie, qui a 70 ans, 60 ans cette année. Un film de 3h45 avec une interlude. À l'époque, dans les films qui étaient très longs, il y avait une interlude musicale de 5 minutes. On appelle ça des roadshow movies. Oui, effectivement. Tu avais plusieurs films à l'époque qui étaient Oui. comme ça. Un film magistral. C'est grandiose. C'est, la musique à l'intérieur est géniale. La filmographie de ce film-là, comme je disais à Simon cette semaine, chaque plan est un tableau détaillé. On voit vraiment l'harmonie dans l'image, le choix des couleurs, les scènes de combat dans le désert. On voit vraiment l'inspiration que Denis Villeneuve a eue pour le film Dune, pour le désert, en lien avec tous les Oscars de tantôt. Et de voir aussi tout le travail avec, comme je disais, les scènes de combat, les chevaux. S'il manquait la prise, il fallait tout qui nettoie le désert à l'époque. Et comme il n'y avait pas d'ordinateur, c'est avec combien de figurants de par scène? Énorme. C'est énorme. Fait que s'il y avait un cheval ou un chameau qui partait dans le mauvais sens, il fallait recommencer. C'était des heures et des heures de préparation pour refaire ça. Parce qu'il faut dire que certaines scènes sont filmées très, très loin de l'action. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on voit les dunes de très loin. Fait que s'il y a quelqu'un qui rate sa scène ou qui tombe de la dune, il faut toute la remettre pristine, en état vraiment parfait pour refaire la scène. Et j'ai même pas encore parlé du jeu des acteurs qui est... c'est un sans faute, là, carrément. C'est un sans faute. Peter O'Toole, je crois que c'était son premier grand rôle au cinéma. Ouais, en effet. Alec Guinness, que tout le monde connaît pour son rôle d'Obi-Wan Kenobi dans les premiers Star Wars. Ah, je pensais que tu parlais du marin dans Race of the Titanic. En tout cas. Ça, c'est une autre histoire. Omar Sharif aussi à l'intérieur. C'est vrai, Omar Sharif est à l'intérieur de l'auto. Un petit gag de Top Secret ici. C'est quoi tu dis à l'intérieur, mais que ça va fait. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. C'est pas comme si on décrochait. Mais c'est sérieux, là. Si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un film à voir. C'est dans les 10 meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Ouais, Laurence d'Arabie qui fait partie de la liste des meilleurs films de tous les temps, naturellement. Dans toutes les listes. Jamais il est laissé de côté. Puis il y a une raison pour ça. Là. Puis un petit truc, si vous n'avez pas un 4 heures, là, rendez-vous jusqu'à l'interlude, puis recommencez. On pourrait presque dire que c'est deux films, un film de 2 heures plus un film d'1h45. Facile, avec deux ambiances totalement différentes. Fait que c'est comme si tu avais une première partie, deuxième partie. Vous pouvez le regarder en 2 soirs,
sans problème, sans être déstabilisé. Là. Donc, vous pouvez le faire comme si c'était Laurence d'Arabie 1 et Laurence d'Arabie 2, Oui, en 2 soirs différents. Simon, toi, c'est ton coup de cœur de Moi, cette c'est semaine? The Unbearable Weight of Talents. oh, J'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu fais bien parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. OK. C'est un film méta Oh, avec Nicolas Cage, oh, qui joue Nicolas Cage. OK. Que son gérant est joué par NPH, Neil Patrick Harris. Puis c'est Nicolas Cage qui joue dans des films de VOD, comme on le sait qu'il fait aujourd'hui, Oui. puis il s'ennuie. OK. Puis un jour, son gérant il dit ben là, tu dois pas mal d'argent. Fait que j'ai un contrat pour toi, aller dans un party d'un gars qui est millionnaire, puis il te donne 1 million pour aller à son party. Puis le millionnaire est joué par Pedro Pascal. Ça va bien. Puis il arrive plein de mésaventures incroyables. C'est quoi le titre, donc? The Unbearable Weight of Talent. Ça va être un film que je vais regarder encore cette semaine, en plus de tous les films des Oscars qu'il faut que je me tape. C'est pas un film Oscar, mais ça, le sourire dans la figure, moi. Est-ce que ça aurait pu être une autre nomination pour les Razzies pour les Non, parce que c'est méta. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, t'as Isabella Moner qui a joué de rôle exploratrice d'ailleurs. T'as Pedro Pascal qui est notre Mandalorian préféré. T'as Neil Patrick Harris, que lui, c'est un diamant brut qui, dans tout ce qu'il fait. Depuis Doogie. Non, je te dirais après Doogie. Je te dirais depuis Starship Troopers. OK. Depuis Starship Troopers, tout ce qu'il fait, c'est de la dynamite. C'est un casting ultra bizarre, mais vraiment rafraîchissant. Puis ça fait du bien de voir Nicolas Cage de s'amuser. Ouais. Il s'amuse dans ce Il y a du film-là. fun. Ouais. Mais ça aurait été quand même drôle de le voir au Razzies l'année prochaine. Comme le gars, il n'est pas capable de s'interpréter lui-même, je pense qu'il pourrait être nommé. Là. Non, mais il est capable. Tu sais, il se parodie, mais pas trop. Puis Okay. il est capable, tu vois, qu'il a un recul sur lui-même, qui est capable de... De rire de lui. Exactement. De rire de soi-même, c'est bien ça. Il n'y a pas un livre que tu voulais nous parler aussi? Before the Batman. Oui. C'est un livre préquel au film qui s'en vient de Batman. Matt Reeves, de Batman. C'est pas Before the Batman, c'est tous les événements de l'âge de 8 ans, Bruce Wayne, aller jusqu'au film. OK. Mais c'est pas l'origine qu'on connaît. C'est une autre origine. On va voir que dans le film, ils ont changé beaucoup la donne pour faire l'origine. On voit... Puis c'est une histoire en parallèle. C'est que tu vois une partie de la vie, genre, je vais donner des exemples, mettons, son année de 15 ans. C'est 17 ans, je pense. Oui, c'est 17 ans. Son année de 17 ans, mais on va voir l'année de 17 ans d'Edward Nashton, qui se trouve être là, Edward Nygma de ce monde-là. Okay. On voit le parallèle entre les deux personnages tout le temps. Du chapitre en chapitre, c'est soit Edward ou soit Bruce. Puis on voit il y a des, parallèle il y a des petits bijoux, qui c'est pas des spoilers, il y a des petits bijoux qui amènent à la mentalité de qu'est-ce que Batman va devenir plus tard. C'est incroyable pour le détail qu'ils ont fait pour je sais pas comment dire ça en français, le character study de Bruce Wayne est incroyable dans ce roman-là. Étude de caractère. Ouais. Étude de personnage. Oh, oui, c'est encore mieux. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire naturellement pour voir le film. C'est juste un surplus. C'est juste que peut-être moi, mais que je m'assise dans la salle le 3 mars, je vais faire « Ah, c'est pour ça qu'il réagit de même! » OK. Mais c'est pas nécessaire à l'histoire du tout. C'est juste un petit dessert pour le monde qui veut en savoir plus sur le background du personnage. Et toi, Pat? Ah, ouais. Merci! Et toi, Pat, c'est quoi ton coup de cœur? Pat? Dis-nous, Pat! Comme je vous ai dit, abreuve-nous de ton coup de cœur! Mon coup de cœur, je ne vous le dirai pas tout de suite parce que... Ben, t'es obligé, parce que nous, on l'a dit. Okay, bon. Allez, sors-le du crachoir. Ben, comme vous savez, cette semaine, j'ai essayé de me taper le plus de films nommés aux Oscars pendant toute ma semaine. Puis mon coup de cœur, surprenamment, c'est un film qui m'a jeté à terre, une comédie musicale sur la vie de... Jonathan Larson? Jonathan Larson, merci beaucoup. Qui est Tic Tic Boom.
Quel film. Un film vraiment, vraiment particulier et très plaisant à regarder. C'est pas trop lourd, c'est Rafraîchissant. c'est rafraîchissant, même si l'histoire est triste, là, parce qu'on s'entend que le gars, il est mort à 36 ans. Là. C'est même pas, je pense qu'il avait 35. Ah oui. C'était son année de 36, mais il s'est pas rendu. Ben, il a même pas vu live sa plus grosse création. Non, c'est vrai, il est mort la journée de la première. première de Rent. Ouais. Si vous avez vu Rent ou la comédie musicale, là, Ou le film de Chris Columbus qui est basé sur la comédie musicale. C'est ça. Puis c'est l'auteur de ça qui, dans le fond, qui raconte lui-même sa propre histoire en chanson. Puis on peut voir, ça doit être ramassé, là, mais quand même, les difficultés d'un jeune auteur, jeune compositeur, et la réalité des années 80-90 qui était assez rough à New York, et ben, pour tout le monde là, avec le sida qui se Oui, parce qu'on promenait voit pas mal. vraiment l'inspiration de Rent. Ouais. Tu sais, dans le film, tu reconnais des mouvements, pas l'histoire, mais des mouvements qui ont amené à l'écriture de Rent. Ce qui fait que c'est incroyable comme film, c'est la performance d'Andrew Garfield. C'est du bonbon. Exact. Même si c'est une comédie musicale, c'est dans ma liste de films que je veux voir. Là. Puis Lin-Manuel Miranda est le futur d'Hollywood. Complètement le futur de ce médium-là. Et il n'est même pas nommé dans la catégorie des Oscars. Ça m'avait surpris. Il est en nomination pour la chanson, quand même. Oui, mais le film était... Pour moi, ça m'a jeté à terre. J'étais vraiment surpris et agréablement surpris de ce film-là. C'est mon coup de cœur de la semaine. Tu as tout à fait raison. Ça a été mon coup de cœur au mois de décembre. D'ailleurs, j'ai tellement trippé sur Tic Tic Boom, là. Andrew Garfield, comme on a dit. En plus, il ressemble à son personnage. Ben, c'est pas un personnage, c'est la réalité. Ouais. Il ressemble comme deux gouttes d'eau, là, vraiment. Puis une fois que je l'ai vu, je vois pas d'autre acteur qui aurait pu l'interpréter. De toute manière, Andrew Garfield, c'est un acteur qui, présentement, il est au pic de son art. Ouais. Il est vraiment au top. C'est juste les deux performances qu'il a données en mois de décembre, Tic Tic Boom, puis son retour dans le rôle de Peter Parker, les deux étaient parfaits. J'ai juste hâte de voir ce qu'il va nous donner dans l'avenir. Moi aussi. Ben, en espérant que vous serez de retour pour la semaine prochaine à notre prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, YouTube, Google Balado naturellement, iTunes et Facebook. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Salut. Foxman. On vous dit à la prochaine. À la prochaine!